Précédemment dans Train Network. La dernière fois, on s'était lancé un gros défi, créer notre tout premier train connecté. On avait réussi à monter un prototype fonctionnel équipé d'une caméra embarquée pour retransmettre le flux vidéo en direct. Le tout pilotable à distance depuis une interface web pour gérer le moteur et les phares. Et maintenant, il est temps de faire évoluer tout ça. Train Network épisode 2, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de s'attaquer au matériel, il fallait poser des bases solides côté logiciel. Le projet commence à prendre de l'ampleur et pour garder un code propre et maintenable, j'ai tout structuré sur GitHub avec une chaîne de déploiement. L'idée, c'est de séparer complètement l'environnement de développement et l'environnement de production en deux conteneurs Docker distincts. D'un côté, un conteneur de dev que j'utilise sur mon PC. Il gère l'autocompilation à chaud, c'est-à-dire que chaque ligne de code modifiée se recompile instantanément en direct pendant que je code. De l'autre, une image de prod complètement nettoyée et optimisée pour être placée sur un serveur. Pour automatiser la construction, j'ai mis en place un workflow GitHub. Dès qu'une version est validée en dev, je pousse simplement un tag sur le dépôt et le serveur de déploiement continu prend le relais. Il compile l'image de prod et la dépose sur un registry. Résultat, il n'y a plus qu'à faire un simple pull sur le serveur pour récupérer la toute dernière version. Le but principal de la vidéo est l'intégration du module NFC pour la lecture des balises. Cependant, on commence cruellement à manquer de pins sur le SP32 à cause de l'utilisation de la caméra et on manque également de place. Donc nous allons devoir changer de stratégie et éparpiller notre électronique sur l'ensemble du train. Pour cela, je vais créer un bus I2C commun à toutes nos fonctions afin de juste émettre des commandes depuis le microcontrôleur. Les modules recevront les changements et appliqueront le nouveau comportement. J'ai acheté ce petit module I2C pour faire quelques tests. Il permet de traduire les commandes I2C en signal PWM. Je n'aurai clairement pas assez de place pour directement le placer dans le train. Donc il va falloir extraire le strict nécessaire pour y parvenir. Et c'est justement lui, le PCA 9685, qui nous intéresse. Bon. Il ne me reste plus qu'à faire quelques tests pour voir comment il fonctionne. Bien, nous revoici sur notre logiciel de conception PCB. Et j'ai une bonne nouvelle, l'intégration du composant ne semble pas trop compliquée, donc on va pouvoir s'affranchir du module. À partir de la première version de notre PCB, je vais isoler les régions et les déplacer sur d'autres cartes. Chaque carte réceptrice sera dotée d'un PCA. Pour la partie moteur, je garde le même driver, mais je vais juste lui retirer son module pour gagner encore de la place. Pour la deuxième carte, elle va remplacer les connecteurs LED pour créer une véritable face avant. Et je vais tenter d'augmenter la distance d'éclairage en alignant plusieurs LED. On verra bien ce que ça donnera. En plus de ça, je vais intégrer un éclairage de position. À l'avenir, elle pourrait nous permettre de signaler un problème comme sur un vrai véhicule. C'est ce qui est bien avec ce petit PCA. Notre rayon d'action est maintenant bien plus large et on peut ajouter plein de petites fonctions en plus. Voici le résultat, il ne me reste plus qu'à passer la commande des cartes et des composants pour ensuite souder tout ça ensemble. On est quelques semaines plus tard et je viens de recevoir les composants et les PCB. Bon, je vous passe la partie soudure pour vous montrer le résultat. Pour être honnête avec vous, les composants CMS m'ont valu quand même beaucoup de mal. J'avais pourtant acheté ces empreintes avec, mais il faut quand même dire que ce PCA a vraiment des pins assez proches. Mais j'ai réussi, je vais tester pour voir si tout est bien connecté et que le comportement est bien celui attendu. Maintenant que nous avons les PCB, on va pouvoir écrire le code. Je l'ai structuré en deux parties. Une partie générique pour permettre d'utiliser l'I2C facilement et une autre partie qui va hériter de la première
pour gérer le moteur et les phares. Les fonctions sont branchées au WebSocket pour compléter la chaîne jusqu'à l'interface utilisateur. Maintenant que tout est branché, voyons voir comment se comporte notre train. Le moteur fonctionne et les phares peuvent également être utilisés. C'est déjà un bon début. J'ai franchement hâte de voir le résultat lorsqu'on diminuera la luminosité. Ça semble vraiment prometteur. Je me suis amusé à chercher plusieurs endroits où placer les modules et j'en suis arrivé là. Le module des phares à l'avant et le module moteur, je sais pas encore. Je voulais le placer en dessous du train, mais les câbles touchent le sol. Je vais devoir réfléchir à une autre solution. En parlant de la caméra, pour cette nouvelle version, j'ai testé un nouveau module qui semble apporter un plus large champ de vision. Je vous mets la comparaison ici. Honnêtement, le changement n'est pas flagrant. Je vous laisse faire votre avis, mais de toute manière, je suis limité par la capacité de l'ESP32. À l'avenir, je vais devoir passer sur un micro-ordinateur pour augmenter le nombre de FPS et la qualité d'image si je veux me rapprocher du résultat d'un drone FPV. Pour ne pas tomber en panne sèche en plein milieu du circuit, il faut que le train puisse remonter son niveau de batterie sur notre interface web. Sur l'USP32, la broche analogique ne peut pas lire de tension supérieure à 3,3 volts et le problème, c'est que notre batterie délivre plus que ça quand elle est pleine. J'ai donc dû intégrer un pont diviseur de tension avec 2 résistances bien choisies pour abaisser la valeur dans la plage tolérée par le microcontrôleur. Mais mesurer la batterie m'a fait prendre conscience d'un autre problème, les piles jetables. J'utilisais des piles AAA Amazon Basics. Elles sont bien pour une utilisation simple, mais pas vraiment adaptées pour notre train. Elles se vidaient à une vitesse folle, et pire encore, au fur et à mesure que la tension chutait, le moteur perdait de sa puissance et le flux vidéo commençait à se couper. Si on regarde la courbe de décharge d'une pile alcaline classique, la tension chute en continu dès le début. Pour un projet embarqué avec un moteur, du Wi-Fi et de la vidéo, c'est ce qu'il y a de pire. Je suis donc passé sur des Panasonic Eneloop Pro. Là, c'est du lithium. La courbe reste parfaitement stable pendant quasiment tout le cycle d'utilisation. Le train garde ses performances maximales du début à la fin. Et en plus de ça, on arrête de jeter des piles à la poubelle. Ok, passons à notre nouvelle fonction, le balisage. J'avais imaginé un système plutôt simple avec un lecteur NFC sur le bas du train et des tags sur les rails. Lorsque le train passe au-dessus du tag, il récupère l'info de la balise et peut réagir en s'arrêtant par exemple. Donc voici le module en question, c'est un PN532. Pour le branchement, c'est de l'I2C avec une pin d'interruption lorsque la balise détecte un tag. Allez, on va le brancher, placer les tags et tester si ça fonctionne bien. Comme on peut le voir sur le terminal en bas à droite, il détecte bien l'identifiant. J'ai quand même fait plusieurs tests pour m'assurer que je n'étais pas limité par une certaine vitesse. Mais il ne semble pas y avoir de limite pour l'instant. Par contre, si je veux lire d'autres informations sur le tag, comme un texte par exemple, le module prendra trop de temps pour récupérer les données. Donc je vais juste me contenter de l'identifiant pour l'instant. À ce stade du projet, j'avais un problème majeur. Mes nouveaux PCB sont superbes et j'ai hâte de les mettre à l'épreuve. Mais il y a un détail gênant. Je ne peux pas les jeter comme ça dans la locomotive. Ça va faire des courts-circuits partout et honnêtement, l'ingénierie à base de scotch a ses limites. Du coup, pour intégrer proprement toute l'électronique, j'ai dû sortir l'artillerie lourde.
Voici la nouvelle recrue de l'atelier, une Bamboo Lab P1S. Elle n'est pas là pour faire de la figuration. Son job, c'est d'imprimer des supports sur mesure pour fixer les PCB et les modules directement sur le châssis. C'est l'outil indispensable pour passer du bricolage à un vrai prototype ferroviaire. Je suis donc parti sur mon logiciel de modélisation pour concevoir des pièces bien spécifiques. Une grosse pièce à l'avant pour caler le module NFC au plus près des rails et pour y intégrer les phares. Ensuite, plusieurs modules pour le toit, avec un emplacement pour le bouton On-Off et une section dédiée au moteur avec des grilles d'aération. Mais bon, ça n'a pas vraiment fonctionné du premier coup. La première version était trop large, la deuxième manquait de support, et sur la troisième, la pièce s'imbriquait mal. Voilà le design final. La pièce à l'avant du train s'intègre parfaitement avec le lecteur NFC et les phares. Le bouton On-Off est bien placé sur le toit et le module moteur respire enfin grâce aux grilles. Tout s'emboîte au millimètre et l'électronique est enfin sécurisée. Bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je suis ultra enthousiaste de vous montrer le résultat. Juste avant, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente la deuxième génération de Train Network.